aussi, on aura notre vengeance. Pour une fois que l'équipe de France arrive à faire 3 passes de suite. Cinq ans après la polémique concernant la parution du livre noir de la psychanalyse, le philosophe Michel Onfray refait un procès à Freud en publiant un ouvrage où il l'accuse d'être un imposteur ayant créé une mythologie ascientifique incapable du moindre résultat clinique. Dans votre ouvrage Sociologie du dragueur, vous faites une analyse psychanalytique du dragueur par le biais d'un concept freudien qui est celui de l'Oedipe. Donc, quel est selon vous l'apport intellectuel de cette pensée et quelle est votre critique de la psychanalyse ? Alors déjà dans Sociologie du dragueur, comme dans Vers la féminisation, je fais aussi, à la fois j'explique en quoi l'Oedipe est quelque chose qui existe, ce qu'on appelle un Oedipe laïque fondé sur la praxis, c'est-à-dire le rôle structurant du père et de la mère sur la psychologie de l'enfant. En plus je différencie l'Oedipe féminin de l'Oedipe masculin, qui n'est pas la même chose. Et en même temps je montre comment cette vision qui peut être pertinente sur le plan de la psychologie individuelle et de la psychologie familiale devient une escroquerie lorsqu'elle prétend expliquer le social et l'économique. Donc à la fois je valide le côté intéressant de l'Oedipe, et en même temps j'en montre toute la limite, et c'est pas moi qui le pense, hein, ça, dès le départ ces critiques ont été faites en fait de deux côtés. Le freudisme a été critiqué de deux côtés très opposés. Ça a été critiqué par l'extrême droite comme charlatanerie juive, et par les marxistes sérieux comme métapsychologie bourgeoise. Donc il y a deux manières de flinguer le freudisme traditionnellement. C'est de dire que c'est de la psychopathologie juive, c'est la ligne Hervé Ryssen récemment, et puis une manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus embêtante pour les freudiens, qui est de le critiquer au nom de la philosophie, au nom de la psychologie clinique sérieuse, etc. Et pour ça, les grands auteurs, c'est Henri Wallon, René Zazot, Émile Jallet, Michel Clouscar l'a fait aussi, Piaget d'une certaine façon. Voilà, bon. Donc en fait, Onfray ne fait que reprendre, en s'appuyant, en bénéficiant du travail qui a été fait par les cliniciens, parce que le livre noir de la psychanalyse, c'était un livre qui critiquait la psychanalyse à partir d'arguments de cliniciens et de médecins qui travaillent sur la chimie, quoi. Et Onfray, lui, reprend, en fait, refait le travail en philosophe. Donc en fait, il reprend un boulot qui a été fait de longue date, déjà par moi, je l'ai fait, dans Vers la féminisation et Sociologie du dragueur. Il y a des textes très précis sur à quoi sert la psychanalyse, etc., comme idéologie bourgeoise. D'ailleurs, l'idée que j'ai reprise à Clouscar, c'est que le rôle de la psychanalyse, c'est de produire de l'inconscient. C'est-à-dire que ça produit de l'inconscience bourgeoise. La théorie, elle est simple, c'est que le bourgeois allongé sur un canapé redevient une victime de son père et de sa mère, et ça lui permet d'oublier que dans la vie réelle, il est un prédateur du prolétariat et que c'est un exploiteur. Et en fait, toute la psychanalyse a pour but de transformer un prédateur économique en victime psychologique, c'est-à-dire que ça crée un confort chez le bourgeois de se pouvoir se poser en victime, et deux, de justifier toutes ces actions parasitaires comme des actions de résistance et de lutte contre l'oppression du père. C'est-à-dire, en général, toute l'immoralité bourgeoise peut se justifier comme travail, comme travail sur soi pour se guérir des interdits. Donc en fait, à la limite, le freudisme peut valider tout le comportement libertaire absolument insupportable du cadet de la bourgeoisie 68 ans immature, en disant qu'il lutte contre le meurtre, l'autorité du père, ce qui est toute l'histoire du cinéma italien des années 70, et qui est la propre histoire de Michel Onfray. Michel Onfray est un philosophe qui vient de la pensée libertaire et qui s'est servi toute sa vie, avant de voir la lumière, du freudisme pour justifier son attitude de petit bourgeois parasite libertaire au nom du freudisme. Et en fait, c'était l'analyse de Michel Clouscar, qui était très fine. Donc le rôle du freudisme, qui est une métapsychologie bourgeoise, c'est de produire de l'inconscient pour que le bourgeois, caché derrière cette inconscience, ne prenne pas conscience de sa réalité de prédateur face au monde du travail. C'est-à-dire, c'est habiliter tout un comportement parasitaire au nom de la transgression. Donc cette critique marxiste du freudisme a toujours été faite depuis très longtemps, elle a toujours beaucoup gêné les freudiens.
Et effectivement, la réponse des freudiens, c'est toujours la même. C'est la même réponse qu'à l'extrême droite, c'est à la fin, la réduction ad litteram, on critique la psychanalyse, donc on est nazi, puisque les nazis critiquaient la psychanalyse. Hein, donc ça a été pour eux un jeu assez facile. Avec Onfray, c'est plus difficile, parce que pour la première fois, cette critique est faite par un philosophe qui a une formation de philosophe, et qui en plus vient, en réalité, même s'il ne le dit pas lui-même, Onfray vient du freudo-marxisme, et même pas du marxo-freudisme, il vient du freudo-marxisme. Il vient de la pensée libertaire, puisque avant, dans ses bouquins, il donnait comme conseil à ses élèves de se masturber en cours. Il faut voir le niveau, pour briser l'interdit, le totem, le père, etc. Faire que Onfray a redécouvert récemment la question sociale, ce qui est assez bizarre, qui était complètement éloigné de sa pensée avant, et en redécouvrant la question sociale et le sérieux des rapports de production et du primat de la production, il en est arrivé à critiquer Freud, qui était d'une certaine manière son fonds de commerce, même non su quelque part, hein, inconscient pendant très longtemps. Donc il y a quelque chose de l'ordre du meurtre du père chez Onfray. Ça serait intéressant de faire la psychanalyse du libertaire Onfray, se payant finalement, non pas Papa Freud, mais presque Tonton Freud, là, celui qui lui filait son argent de poche, quoi. Et évidemment, ça agace deux catégories de gens, les psychanalystes, parce que la psychanalyse est un commerce, comme chacun sait, parce qu'il ne faut pas oublier que Freud a validé dans sa théorie le fait qu'il fallait payer pour être guéri. S'il n'avait pas inclus ça dans sa théorie, ça serait resté un débat d'universitaires. Hein. Ça s'est mis à décoller, à marcher jusqu'à New York et à Woody Allen, parce qu'il y a un énorme enjeu d'argent, parce qu'il faut payer pour être guéri. Hein. Ça gêne le psychanalyste, mais c'est une réalité. C'est que Freud a bien inclus ça dès le départ dans la théorie. Il a mis au cœur de la théorie que c'est l'acte de... Si on ne paye pas, on ne peut pas être guéri. C'est assez habile. Et donc, ouais, pour la première fois, Onfray, donc un mec de gauche, libertaire, se paye Freud. Après, les marxistes, l'extrême droite, les cliniciens, et ça agace effectivement parce que ça touche le commerce. Et puis évidemment, l'accusation qu'on fait contre Onfray, c'est traiter d'antisémite, parce que c'est quand même Madame Roudinesco. Moi, j'ai passé une soirée avec Madame Roudinesco. Ça tomberait sous le coup de la loi si je disais ce que j'en pense, mais quand on on peut penser effectivement qu'il y a des macros de la psychanalyse, ou des maquerelles de la psychanalyse. Hein, voilà, donc Onfray se fait traiter d'antisémite par les gardiens du temple, qui sont très souvent issus de la communauté, comme vous savez, ça aussi, il y a un lien, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est qu'Onfray, au lieu de s'aplatir et de se prosterner en disant « pardonnez-moi, mais non, jamais, gna 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 », il dit « oui, c'est vrai, je ne suis qu'un pauvre goy de province ». Pour la première fois, il ose se positionner comme, effectivement, goy, quoi, je veux dire, qui se fait châtier par les élus. Donc ça, c'est presque la dimension la plus courageuse de son travail, parce que tout le reste, ça a déjà été fait par les autres, mais c'est que quand il se fait traiter d'antisémite, il ose dire effectivement je ne suis qu'un pauvre goy. Ce qui est quand même là aussi la première fois qu'un mec issu de la gauche libertaire ose répondre à une accusation d'antisémitisme en revendiquant son statut de goy, c'est-à-dire de chèvre, de gentil, d'une certaine manière de sous-homme, quoi, qui n'a pas droit au chapitre et qui n'a pas le droit de donner son avis sur quelque chose qui est réservé non pas aux initiés et plus qu'aux initiés, mais aux élus. Parce que c'est ça que les autres lui rappellent, c'est que la psychanalyse, c'est aussi une spécialité réservée aux élus, au niveau critique. Les trois piliers de la modernité sont censés être le marxisme, le freudisme et la relativité. Et on dit toujours qu'on est dans le siècle juif, même si c'est le siècle d'avant, puisque les trois maîtres à penser de la modernité étaient trois juifs, Marx, Freud et Einstein. Alors ça commence à se casser la gueule, puisque Marx est très attaqué sur les résultats que ça a donné avec le socialisme réel, sans compter que les érudits savent que Marx est un antisémite notoire, il suffit de relire la question juive, c'est sans ambiguïté. Einstein commençait à être contesté, non pas sur la théorie, mais sur le fait qu'il l'aurait piqué à Poincaré et à deux autres dont le nom m'échappe, là, parce que je n'ai pas vérifié le dossier juste avant, mais qui sont deux autres éminents penseurs qui sont des Allemands, et qu'en fait, E égale MC2, c'est Poincaré, par exemple. E égale MC2, c'est pas Einstein. Donc le deuxième pilier de la relativité est attaqué sur le fait que, en fait, Einstein, qui n'avait rien produit théoriquement, qui pouvait prouver qu'il était sur ce chemin de découverte, qui a pondu cette théorie ex nihilo du jour au lendemain, alors que son boulot était de lire les découvertes des autres pour les recenser en tant que journaliste dans une revue spécialisée. Donc il y a de fortes présomptions pour qu'il ait simplement piqué le truc de Poincaré dans un contexte de guerre froide franco-allemande, et qu'il a bénéficié de tout le tambour de la science allemande pour reprendre le prestige sur lui, alors que Poincaré, qui allait bientôt mourir et qui était
un penseur français était du côté des perdants de l'histoire scientifique. Donc ça fait un deuxième pilier qui s'écroule. Après Marx, c'est le pilier Einstein. Quant à Freud, pareil, je crois que c'est pas le mot charlatan, c'est le mot affabulateur qu'emploie d'ailleurs comment il s'appelle, Onfray. Il dit que c'est un affabulateur. C'est vrai qu'il a menti, il a triché, etc. Bon, mais les penseurs sérieux ont toujours pensé que la métapsychologie freudienne ne tenait pas la route sur le plan épistémologique. Et notamment, alors, quand l'Oedipe, c'est intéressant, ça fonctionne à peu près, ça rejoint les théories d'Henri Vallon en simplifié et en dirant au plus grand public. C'est pour ça que ça a marché d'ailleurs, parce que ça parle de cul, la bourgeoisie adore ça, et que c'est très grand public, alors que Vallon, c'est infiniment plus dur à lire. Mais là où le freudisme est une théorie catastrophique, c'est sur le totémisme, c'est-à-dire que dès que le freudisme prétend faire de la théorie sociale, c'est-à-dire que l'approche sociale du freudisme, c'est le totémisme, et là on est dans le grotesque. Hein. Il faut lire Totem et Tabou, et il faut lire Malaise dans la civilisation pour montrer à quel point le freudisme, c'est vraiment de la merde, quand ça prétend parler d'autre chose que de psychologie familiale, hein, c'est-à-dire de rapport de papa, maman et les enfants. Hein. C'est papa, maman et moi. Mais papa, maman, la bonne et moi, d'ailleurs, là tu fais rentrer les rapports de classe, déjà ça marche plus. Mais, et donc c'est le troisième pilier qui s'écroule, et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est que le dernier livre que Freud a écrit, c'est Moïse et le monothéisme, l'homme Moïse et la religion monothéisme, qui est l'apport du freudisme à l'antisémitisme. C'est-à-dire c'est justifier l'antisémitisme par la théorie du totémisme. Paris vient d'inaugurer récemment l'esplanade Ben Gurion en compagnie du président israélien Shimon Peres. À cette occasion, on a vu un Delanoë assez hystérique qui a réaffirmé qu'il assumait et qu'il revendiquait la légitimité du combat de Ben Gurion, qui selon lui était un chef de guerre pour que l'État d'Israël puisse survivre. Que pensez-vous de cette déclaration de Bertrand Delanoë et des manifestations pro-palestiniennes qui ont suivi cet événement? On a vraiment l'impression, c'est une faute de goût, quoi. Normalement on ne devrait pas se mêler de ça, au minimum. Le maire de Paris n'a pas inauguré, n'a pas rentré, déjà pas rentré dans ce débat de savoir si Ben Gurion c'est bien ou pas bien, c'est pas français, ça n'a rien à voir avec Paris et son histoire, et surtout valider le sionisme aujourd'hui à travers en plus ces chefs de guerre, pas à travers des intellectuels qui auraient pu apporter quelque chose, au moins avec un petit vernis de gauche, quoi, mais c'est vraiment une déclaration de guerre aux gens qui sont tout autour de Paris et qui sont les Maghrébins pauvres, souvent de confession musulmane. On a l'impression qu'il y a une ville qui serait Paris, qui serait une ville bourgeoise, sioniste et juive, et entourée de pauvres musulmans. Vraiment, si on voulait vraiment créer des tensions, s'y prendrait pas autrement. Je pense que normalement, Delanoë, maire de Paris, ne devrait pas se mêler de ça. Il y a déjà une place Théodore Herzl qui n'a pas existé non plus. J'ai vu d'ailleurs que les plaques avaient été arrachées le lendemain. Plusieurs fois. Ça c'est très bien, oui. On n'a pas à se mêler de ça, c'est tout. Ça n'a rien à faire à Paris. On est censé normalement fêter et honorer des héros français. Ben Gurion, c'est pas un héros français. Au mieux, c'est un héros israélien. Voilà. Donc c'est vraiment... En plus, sur le terrain des droits de l'homme et de l'antiracisme, etc., c'est vraiment... Alors je ne sais pas pourquoi Delanoë fait ça, s'il y a du sponsoring derrière, s'il est obligé. C'est scandaleux, c'est créer de la tension, c'est déshonorer un peu plus le personnel politique français, c'est afficher un peu plus son allégeance à un pays étranger qui contredit toutes les valeurs universalistes qu'on nous vend, et que Delanoë nous vend lui-même, les droits de l'homme, l'égalité raciale, etc. C'est une grave erreur politique, et c'est même plus que ça, quoi. C'est une provocation, et je pense même qu'à la limite certains pro-sionistes intelligents et certains juifs, et beaucoup de juifs parisiens, n'ont peut-être pas envie de la part de Delanoë, de cette surenchère qui les met en porte-à-faux et contribue à la limite à créer de la tension inutile. Je sais pas, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression presque les juifs se font doubler à droite sur le sionisme par des goïs, quoi. Je veux dire, est-ce que les juifs ont demandé, est-ce que les juifs parisiens ont pétitionné pour qu'il y ait une place Ben Gurion, voilà d'où ça vient tout ça, quoi. Ils n'ont rien demandé, il me semble, ils n'en ont pas besoin, ils ont déjà Neuilly, les Champs-Élysées, le Flandrin, ils revendiquent pas, je veux dire, tout va très bien. Je ne comprends pas, aujourd'hui on a l'impression, on voudrait foutre les juifs dans la merde, on s'y prendrait pas mieux, on
en faisant de la surenchère sioniste systématiquement. Ça crée de la tension, et je pense qu'en dernière instance, ça laisse supposer que les Juifs demandent des monuments pour des guerriers sionistes à Paris, alors que si ça se trouve, ils ne sont pas demandeurs. Et que si on leur demande, ils disent on n'a pas Delanoë nous fout dans la merde. Voilà. La preuve, c'est que les plaques sont arrachées tous les jours, il y a des manifs, et ça alimente toutes les théories du complot. Voilà, il n'y a déjà pas besoin de ça. Voilà. Donc est-ce que Delanoë ne serait pas finalement en douce un antisémite? Est-ce qu'il ne ferait pas ça pour des raisons perverses? Concernant l'économie, à l'Assemblée nationale, hier soir, l'UMP et le PS viennent d'adopter le plan français d'aide d'urgence à la Grèce, soit près de 17 milliards d'euros de prêts accordés sur 3 ans, sur un total de 110 milliards annoncés par l'UE et le FMI. Malgré ce plan de sauvetage, on peut craindre un effet de contagion à d'autres pays de la zone euro, notamment l'Espagne. Quelle est votre analyse de la situation, sachant que la France est le 2e pays contributeur à ce plan de sauvetage, après l'Allemagne? On voit bien à travers cette affaire qu'on nous amène de force à un gouvernement européen avec un ministère de l'économie européen qui chapeaute toutes les nations d'Europe, avec un système de vases communicants où chacun devrait être solidaire économiquement des problèmes de l'autre, c'est-à-dire on va à marche forcée et sous prétexte de fragilisation et de déstabilisation d'un pays qui est la Grèce, déstabilisation qui a été provoquée, on va vers un gouvernement central européen avec un ministère de l'économie européen au-dessus au-dessus des nations et des intérêts des nations. Puisque là, on prend de l'argent dans la poche des Français, même si on dit que c'est pas vrai, quand même on va faire du béno sur le prêt, etc., machin, comme si les Grecs allaient rembourser. Ce que je vois moi au bout, c'est qu'on va vers, de manière toujours truqueuse et malhonnête, vers un gouvernement européen avec un ministère de l'économie et des finances européens, gérant et chapeautant les économies de chaque pays. Or, comme chaque pays a des intérêts très divergents, des situations divergentes, etc., c'est forcément une violence pratiquement pour tous. Puisque, je crois que même Asselineau l'explique très bien, en réalité, il n'y a pas d'intérêt commun européen. Il peut y avoir un marché commun, à la limite, en termes d'échange, c'est ce qui était au départ, mais il ne peut pas y avoir de gestion commune de 27 pays, et même moins, qui ont en fait des économies différentes, des intérêts différents, des stratégies différentes, des débouchés différents, etc. Or, de centraliser, de faire une économie, un ministère de l'économie européen qui chapeaute les économies, parce que c'est en train d'être fait de tous les pays, et qui oblige notamment on paye déjà pour la Lituanie, alors maintenant on va payer pour la Grèce, etc. C'est ouvertement quelque chose d'irrationnel en réalité. C'est là où l'espèce de centralisation maximale devient totalement irrationnelle. Ça ressemble beaucoup à l'URSS, à la bureaucratie, ce qui a tué l'URSS, qui était la bureaucratie centralisée stalinienne. Et c'est très violent pour la France qui n'a pas besoin de ça. C'est très malhonnête parce qu'on nous force la main. Et ça montre bien que l'UE n'est jamais qu'un des relais pour aller au projet du nouvel ordre mondial, qui est le gouvernement mondial. Et à la fin, il y aura même un ministère de l'économie et des finances monde, voilà, ou d'un seul coup, qui sera obligé de gérer en même temps les intérêts du Zimbabwe, de la France et de l'Afghanistan. C'est n'importe quoi, c'est contre la volonté des peuples, c'est contre leur intérêt. Donc après, il faut savoir qui tire bénéfice de tout ça. Visiblement Goldman Sachs et les banques qui prêtent, parce qu'on ne dit jamais que les banques qui prêtent, normalement, c'est les banques là, centrales. C'est des prêts à 5%. Là, ouais, puis qui vont rembourser à 7, etc., puis qu'on va même gratter 2 au passage. C'est pour ça que le PCF, dans son infinie malhonnêteté, a refusé de voter le plan, pas en disant que c'était une soumission, comment dirais-je, du gouvernement français à un gouvernement supranational, qui serait le gouvernement européen, dans le dos des citoyens, mais en disant que c'était scandaleux qu'on se fasse de la gratte sur le prêt qu'on allait faire aux Grecs, puisqu'on dit que la France emprunte à 5, prête à 7 aux Grecs qui eux seraient obligés d'emprunter à 9 parce qu'ils sont mal notés, et que du coup, dans 3 ans, on va non seulement récupérer notre argent, mais récupérer 2%. Et le PC a refusé de signer ça, parce que ça serait scandaleux moralement qu'on fasse du bénéfice en allant aider la Grèce. C'est évidemment que l'argument est totalement fallacieux. Le PC n'a pas validé ça, parce qu'il ne peut pas, par rapport à sa clientèle, se retrouver dans la ligne de Maastricht et de Lisbonne à ce point-là. Mais en fait, il y a d'autres raisons déjà de refuser ça. C'est normalement la Grèce devrait se prêter à elle-même, si elle avait encore une banque centrale,
comme c'était encore le cas de la France jusqu'en 1971 ou 13, je ne sais plus, et comme c'était le cas des États-Unis qui ont initié le truc avant que la Réserve fédérale devienne totalement autonome en 1912 ou 13. Voilà. C'est ça la vraie question, c'est que normalement, une fois de plus, il y a une dette très forte parce qu'on emprunte sur le marché de l'argent à des banques qui prêtent à taux de l'argent qui n'existe pas et qu'elles fabriquent de manière complètement scriptuaire. Et la vraie escroquerie est là, c'est-à-dire qu'on est dans un racket généralisé des banques sur l'ensemble des peuples européens. Et là aujourd'hui, l'arnaque qu'a monté Goldman Sachs en Grèce, ça veut dire en gros, c'est quand même à la France solidairement de payer. C'est-à-dire que voilà, on aggrave la centralisation des pouvoirs pour aller vers le gouvernement monde et la soumission des peuples sous ce gouvernement à la puissance globale de la banque qui est, comme chacun sait quand on étudie la théorie de l'argent-dette et la manière dont ça fonctionne, à une pure prédation.